Ce qu'Eisenhower a dit à huis clos quand Patton a lancé toute son armée vers Bastogne-Hook, dans les sous-sols glacés d'un quartier général secret près de Verdun, un général américain vient de promettre l'impossible. Autour de la table, le silence est absolu. Eisenhower fixe Patton avec une intensité brûlante. Ce qui va se dire dans les prochaines minutes changera le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais personne, absolument personne, ne croit que cela puisse réussir. Chapitre 1. La salle du commandement. La neige tombait sans répit sur Verdun ce matin de décembre 1944, dans une villa réquisitionnée de la rue Saint-Victor, transformée en quartier général temporaire. Le général Dwight Eisenhower marchait de long en large devant une immense carte épinglée au mur. Les lignes rouges traçaient la progression allemande à travers les Ardennes, un coup de poignard profond dans le dispositif allié. Autour de la longue table en chêne, les officiers supérieurs gardaient un silence pesant. L'atmosphère sentait le tabac froid et l'anxiété. Le général Bradley, visage crispé, venait de terminer son rapport catastrophique. 3 divisions américaines encerclées, les communications coupées, et Bastogne, ce carrefour routier stratégique, était à 2 doigts de tomber aux mains de la Wehrmacht. Dans le coin opposé de la pièce, près de la fenêtre donnant sur la cour enneigée, George Patton attendait, ses bottes cirées étincelant sous la lumière blafarde des lampes à pétrole. Avant de continuer, si cette histoire vous captive déjà, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de nos reconstitutions historiques authentiques. Eisenhower s'arrêta net devant la carte, le doigt pointé sur Bastogne. « Messieurs, nous sommes face à la plus grave crise depuis le débarquement de Normandie. » Sa voix était calme, mais chargée d'une gravité qui glaçait le sang. Les Allemands ont concentré leurs meilleures divisions blindées dans cette offensive. S'ils percent jusqu'à la Meuse, c'est toute notre ligne de front qui s'effondre. Le colonel Marchand, officier de liaison français basé à Nancy, intervint d'une voix tremblante. « Mon général, nos renseignements indiquent que von Rundstedt dispose encore de réserves considérables. La 2e Panzer progresse vers Dinant. Si nous ne réagissons pas dans les 48 heures, je sais parfaitement ce qui est en jeu, colonel, coupa Eisenhower, les mâchoires serrées. Puis son regard se tourna vers Patton, toujours immobile près de la fenêtre. George, approchez. Patton traversa la pièce d'un pas martial, ses décorations tintant légèrement. Il se plaça face au commandant suprême, le menton levé, cette lueur de défi perpétuel dans les yeux. Eisenhower le fixa longuement avant de poser la question qui entrait l'histoire. Combien de temps vous faut-il pour pivoter votre 3e armée vers le nord et frapper le flanc allemand à Bastogne? Un murmure parcourut l'assemblée. Ce que demandait Eisenhower était considéré comme impossible par tous les manuels militaires. La 3e armée de Patton était engagée en Lorraine, à 150 km au sud-est, dans une offensive contre la ligne Siegfried. Réorienter une armée entière de 400 000 hommes, avec ses chars, son artillerie, ses lignes de ravitaillement, tout en maintenant la cohésion tactique, prendrait normalement 3 à 4 semaines. Patton ne scia pas. Un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. 48 heures, monsieur. Je peux être à Bastogne dans 48 heures avec 3 divisions. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bradley se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « C'est de la folie pure, George. Tu ne peux pas... » « 3 divisions complètes, répéta Patton, ignorant l'interruption, ses yeux rivés sur Eisenhower. La 4e blindée, la 26e et la 80e d'infanterie. Je les mettrai en marche cette nuit même. Le 22 décembre au matin, nous attaquerons. Eisenhower ne dit rien pendant un long moment. Dehors, on entendait le crissement des bottes des sentinelles dans la neige fraîche. Les lampes projetaient des ombres dansantes sur les visages tendus des officiers. Le destin de milliers d'hommes, peut-être de la guerre elle-même, se jouait dans cette salle enfumée de Verdun. Chapitre 2. Le pari impossible. La tension dans la salle du commandement était palpable. Le général Bradley, rouge de colère contenue, s'approcha de la carte murale et pointa violemment du doigt la position de la 3e armée. « Regarde, Ike, la 3e armée est dispersée sur un front de 120 km. Patton a des unités engagées à Sarreguemines, à Metz, à Thionville.
Comment diable compte-t-il désengager tout ça en 48 heures? Eisenhower leva la main pour imposer le silence. Son visage était impénétrable, mais ses yeux scrutaient Patton avec une intensité chirurgicale. « George, j'ai besoin de détails. Pas de fanfaronnade, des détails concrets. » Patton s'avança vers la carte et sortit un carnet froissé de la poche intérieure de sa vareuse. Les autres officiers se pressèrent autour de la table. « J'ai fait préparer 3 plans d'urgence par mon état-major il y a une semaine, » commença-t-il d'une voix ferme. « Quand j'ai vu les Allemands se masser dans les Ardennes, j'ai su qu'ils préparaient quelque chose. » Le colonel Dupont, chef des opérations françaises en Alsace, écarquilla les yeux. « Vous aviez anticipé cette offensive. »« Anticiper serait un grand mot, » répliqua Patton avec un sourire en coin. « Disons que je connais les Allemands. Ils sont prévisibles quand ils sont désespérés. Hitler ne peut pas accepter de perdre. Alors, il joue son va-tout. » Il posa son doigt sur Nancy, où se trouvait son quartier général. « Mes divisions ont déjà reçu des ordres préparatoires. Les chefs de colonne connaissent 3 itinéraires différents vers le nord. Tout ce qu'il me faut, c'est votre feu vert. » Bradley secoua la tête incrédule. « Et le ravitaillement, les munitions, le carburant. Tu parles de déplacer des centaines de chars et de véhicules sur des routes enneigées, dans un hiver qui est le plus rigoureux depuis 50 ans. Mes services logistiques travaillent jour et nuit depuis 3 jours. » Rétorqua Patton sans se démonter. « Les dépôts de carburant sont déjà en cours de relocalisation vers Arlon et Luxembourg. J'ai réquisitionné tous les camions disponibles dans un rayon de 50 km. Les ponts sur la Moselle sont sécurisés et renforcés pour supporter le passage des blindés. » Eisenhower croisa les bras, le regard toujours fixé sur son subordonné le plus flamboyant et le plus imprévisible. « Et si les Allemands vous frappent pendant ce mouvement? Une armée en plein pivot est vulnérable. Von Rundstedt n'est pas un imbécile. »« C'est un risque calculé, » admit Patton. « Mais les Allemands sont concentrés sur leur percée vers l'ouest. Ils ne s'attendent pas à une contre-attaque massive depuis le sud. Nous aurons l'effet de surprise. » Il marqua une pause, puis ajouta avec cette assurance qui le caractérisait: « De plus, monsieur, nous n'avons pas le choix. Si Bastogne tombe, toute la 101e aéroportée est perdue. Et après Bastogne, c'est la route de Bruxelles qui s'ouvre. » Le silence retomba. Dehors, une rafale de vent fit claquer les volets. Un adjudant entra discrètement avec du café brûlant qu'il servit aux officiers. Personne ne toucha aux tasses fumantes. Eisenhower se tourna vers son chef d'état-major, le général Smith. « Beetle, votre avis ?» Smith, homme méticuleux et prudent, hésita longuement. « C'est extraordinairement risqué, monsieur. Mais Patton a raison sur un point. Nous n'avons pas d'alternative viable. Toutes nos autres réserves sont trop éloignées ou trop faibles. Si quelqu'un peut réussir cet exploit, c'est lui. » Eisenhower se retourna vers la fenêtre, contemplant la neige qui continuait de tomber sur Verdun. Cette ville avait déjà connu tant de sang versé lors de la Première Guerre mondiale. L'histoire semblait se répéter dans ces mêmes paysages maudits. Il pensa aux milliers d'hommes encerclés à Bastogne, aux parachutistes de la 101e qui tenaient contre des forces supérieures, sans ravitaillement adéquat, dans le froid mordant. Chapitre 3. La décision. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Dans la salle du commandement de Verdun, chaque officier retenait son souffle. Eisenhower restait figé devant la fenêtre, le dos tourné à l'Assemblée. Patton, lui, n'avait pas bougé d'un pouce, droit comme un piquet près de la carte, attendant le verdict qui scellerait son destin et celui de milliers d'hommes. Finalement, Eisenhower se retourna. Son visage était celui d'un homme qui venait de prendre la décision la plus difficile de sa carrière. « George, si vous échouez, c'est toute la stratégie alliée qui s'effondre. Nous n'aurons plus de réserve. Plus rien pour arrêter une nouvelle percée allemande. »« Je n'échouerai pas, » répondit Patton avec une conviction absolue. Eisenhower hocha lentement la tête. « Très bien, vous avez votre feu vert. Lancez l'opération immédiatement. » Puis, d'une voix plus basse, presque intime, il ajouta: « Mais George, écoutez-moi bien. Une fois que vous serez en mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous devez atteindre Bastogne. Peu importe le coût, peu importe les pertes, cette ville ne doit pas tomber.
Patton salua avec une précision martiale. « Compris, monsieur. Bastogne tiendra et nous la dégagerons. » Bradley s'approcha, le visage toujours sceptique mais résigné. « Combien d'hommes penses-tu perdre dans cette manœuvre ?» La question était brutale, directe. Patton ne scia pas. « Autant qu'il faudra. C'est la guerre, Brad. Les hommes meurent, mais ils mourront en avançant, pas en reculant. Je préfère perdre 1000 hommes en n'attaquant que 10 000 en nous repliant. » Le colonel Marchand prit la parole, sa voix teintée d'admiration malgré ses doutes. « Général Patton, les routes entre Nancy et Bastogne sont encombrées de réfugiés civils. Les Luxembourgeois et les Belges fuient vers le sud. Comment allez-vous faire passer une armée entière à travers cet exode? Mes MP ouvriront la voie, répondit Patton sèchement. Les civils seront dirigés vers les bas-côtés. C'est dur, mais c'est nécessaire. Chaque heure compte. Chaque minute peut faire la différence entre sauver Bastogne ou la perdre. Eisenhower retourna à la carte et traça du doigt un arc de cercle depuis la Lorraine jusqu'aux Ardennes. Vous comprenez que vous allez devoir combattre dans les pires conditions possibles? Le terrain est montagneux, les routes sont des pièges de glace, et les Allemands ont concentré leurs meilleures unités SS dans ce secteur. J'ai combattu en Sicile, en Normandie, à travers toute la France, répondit Patton. Mes hommes sont les meilleurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire, et ils me suivront en enfer s'il le faut. Un capitaine d'artillerie, jusqu'alors silencieux au fond de la salle, osa intervenir. Mon général, nos pièces d'artillerie sont positionnées pour soutenir l'offensive vers l'Allemagne. Les réorienter vers le nord prendra du temps. Sans couverture d'artillerie appropriée, mes chars seront mon artillerie, coupa Patton. La 4e blindée ouvrira la route. L'infanterie suivra. Nous frapperons vite et fort. Les Allemands ne sauront pas ce qui les a frappés. Il se tourna vers Eisenhower. « Monsieur, j'ai besoin de votre accord pour une chose supplémentaire. Je veux la priorité absolue sur toutes les routes d'approvisionnement. Tout le trafic non essentiel doit être stoppé entre Nancy et la frontière belge. » Eisenhower réfléchit un instant, puis acquiesça. « Accordé. Beetle. Faites passer les ordres à toutes les unités logistiques. À partir de maintenant, la 3e armée a la priorité absolue sur tout le secteur sud. » Bradley s'assit lourdement, épuisé. « Bon sang, Ike. J'espère que tu sais ce que tu fais. Si ça tourne mal, nous aurons au moins essayé, » répliqua Eisenhower avec une fermeté qui ne souffrait aucune contradiction. Rester passif serait pire que l'échec. Au moins, nous prenons l'initiative. Il regarda sa montre. Il est 13h30. George, à quelle heure vos premières unités se mettront en marche? 22 heures ce soir, répondit Patton sans hésitation. La 4e blindée prendra la tête de colonne. À l'aube, ils auront déjà parcouru 50 kilomètres. À Nancy, dans la villa réquisitionnée qui servait de quartier général à Patton, l'activité était frénétique. Des officiers couraient dans tous les sens, des téléphones de campagne sonnaient sans interruption, des cartes étaient constamment mises à jour avec les positions des unités. Le général Troy Middleton, commandant du 8e corps, venait d'arriver de Bastogne par liaison radio précaire. « Georges, la situation à Bastogne se dégrade d'heure en heure. Les Allemands resserrent l'étau. La 101e aéroportée manque de munitions, de vivres, de médicaments. Le général McAuliffe tient bon, mais combien de temps encore? » Patton, penché sur une carte illuminée par une lampe tempête, ne leva pas les yeux. 72 heures. Dis à McAuliffe de tenir 72 heures. Après ça, je serai là. Dans les colonnes en marche, les soldats de la 4e division blindée avançaient dans un froid polaire. Le sergent Lemoine, tankiste originaire de Marseille, engagé dans l'armée américaine après la chute de la France, commandait un Sherman nommé Provence. Emmitouflé dans sa combinaison doublée, il scrutait la route à travers la neige tourbillonnante. « On va où exactement, lieutenant ?» demanda-t-il à son chef de char. « Vers le nord, c'est tout ce que je sais, mais apparemment, il y a du grabuge dans les Ardennes, et le vieux Patton veut qu'on y soit avant-hier. » Les kilomètres défilaient dans la nuit. À Luxembourgville, les habitants terrifiés regardaient dépasser cette marée de fer et d'acier.
Des milliers de véhicules traversaient la capitale du petit pays, faisant trembler les pavés médiévaux. Les réfugiés qui fuyaient vers le sud se pressaient sur les bas-côtés, transis de froid, regardant avec un mélange d'espoir et d'effroi cette armée qui remontait vers le combat. Aux premières lueurs de l'aube du 20 décembre, Patton était déjà en route vers l'avant, dans sa Jeep de commandement. Il traversa Arlon juste après 6 heures, inspectant les positions que ses troupes commençaient à occuper. Le général Gaffet, commandant de la 4e blindée, l'attendait près d'un carrefour gelé. « Monsieur, nous avons perdu 4 chars dans la nuit. Le verglas a fait plusieurs véhicules déraper dans les fossés. Et nous avons des rapports de patrouilles allemandes à 15 kilomètres au nord. Je me fous des chars perdus tant qu'ils ne sont pas détruits par l'ennemi, gronda Patton. Continuez d'avancer. Je veux que vous soyez en position d'attaque demain matin à l'aube. Bastogne est à 30 kilomètres. 30 kilomètres, Hugues. Vous pouvez y arriver. Pendant ce temps, à Bastogne, la situation devenait désespérée. La 101e aéroportée, encerclée depuis 4 jours, subissait des assauts constants. Les Allemands lançaient vague après vague d'infanterie et de blindés contre le périmètre défensif. Dans les caves et les sous-sols de la ville, les blessés s'entassaient, soignés par des médecins épuisés qui manquaient de tout. Le colonel Dubois, officier de liaison français, auprès de la 101e, envoyait des messages désespérés. La ville ne tiendra pas, les munitions sont presque épuisées, les hommes sont à bout. La percée, le 22 décembre à l'aube, exactement 48 heures après le début du mouvement, la 4e division blindée de Patton était en position. Les chars étaient alignés sur un front de 5 kilomètres au sud de Bastogne, moteur en marche, canons pointés vers le nord. Dans la lumière grise de ce matin d'hiver, les équipages vérifiaient leurs armes une dernière fois. Patton était monté sur un half-track pour s'adresser aux officiers réunis. Sa voix portait dans l'air glacé. « Messieurs, aujourd'hui nous allons briser l'encerclement de Bastogne. Nos camarades là-bas comptent sur nous. Ils tiennent depuis 6 jours dans des conditions impossibles. Nous n'allons pas les laisser tomber. Quand je donnerai l'ordre, vous avancerez. Vous ne vous arrêterez pour rien ni personne. Vous avancerez jusqu'à ce que vous ayez rejoint la 101e. C'est compris ?» Un rugissement d'approbation lui répondit. À 7 heures précises, l'artillerie ouvrit le feu. Des centaines de canons pilonnèrent les positions allemandes. Puis, dans un grondement qui fit trembler la terre gelée, les chars s'élancèrent. La bataille fut féroce. Les panzers allemands contre-attaquèrent immédiatement. Dans le village de Chaumont, à 8 kilomètres de Bastogne, un duel de chars titanesques opposa la 4e blindée à la 5e Panzer. Les obus sifflaient, les explosions soulevaient des gerbes de neige et de terre. Le sergent Lemoine, dans son Sherman Provence, détruisit 2 Panzer IV avant d'être touché au train de roulement. Évacuant son char en flammes, il continua à pied avec son équipage. À Bastogne, les assiégés entendirent le tonnerre de la bataille. Le général Macauliffe, qui avait répondu « Notes » à l'ultimatum allemand de reddition quelques jours plus tôt, grimpa sur un toit pour observer. Au sud, il pouvait voir les éclairs des canons, les traînées de fumée des obus. « Ils arrivent !» murmura-t-il. « Bon sang, ils arrivent vraiment !» À 16h30, le 26 décembre, un lieutenant de la 4e blindée franchit les dernières lignes allemandes et pénétra dans Bastogne. Derrière lui, les chars affluèrent. L'encerclement était brisé. Les parachutistes de la 101e Have, gelés mais invaincus, accueillirent leur sauveur avec des larmes et des cris de joie. Patton entra dans Bastogne le soir même. Il trouva Macauliffe dans un sous-sol transformé en poste de commandement. Les 2 généraux se serrèrent la main en silence, trop émus pour parler. Puis Patton dit simplement « Bon travail, Tony, vraiment bon travail ». Cette nuit-là, de retour à son quartier général, Patton reçut un message d'Eisenhower. Il le lut à voix haute à son état-major. « George, vous avez accompli l'impossible. L'histoire se souviendra de ces 48 heures comme d'un des plus grands exploits militaires de cette guerre. Bien joué. » Patton replia le message et le glissa dans sa poche. Dehors, la neige avait cessé de tomber. Pour la première fois depuis des jours, un rayon de lune perçait les nuages.
La bataille des Ardennes était loin d'être terminée, mais le tournant avait été franchi. Dans les années qui suivraient, des historiens analyseraient cette manœuvre sous tous les angles. Comment Patton avait-il pu déplacer une armée entière en 48 heures? Comment avait-il coordonné le mouvement de 133 000 hommes, 11 000 véhicules sur des routes verglacées? La réponse tenait en partie à son audace, en partie à son génie tactique, mais surtout à la détermination de milliers de soldats ordinaires qui avaient accompli l'extraordinaire. Ce que Eisenhower avait dit à huis clos ce jour de décembre à Verdun, ce qu'il avait vraiment pensé quand Patton avait annoncé son plan insensé, resta longtemps un mystère. Mais des années plus tard, dans ses mémoires, Ike écrivit « Ce jour-là, j'ai compris que George Patton, malgré tous ses défauts, était exactement l'homme qu'il nous fallait. Quand l'impossible devait être accompli, lui seul avait l'arrogance nécessaire pour le tenter. Bastogne était sauvé. La bataille des Ardennes continuerait encore un mois, mais l'élan allemand était brisé, et tout avait commencé par une promesse impossible, prononcée dans une salle enfumée de Verdun, un jour de décembre 1944.